Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan. À mes côtés, il y a toujours mon ami Greg. Salut Greg. Salut Armano, comment vas-tu ? Et écoute, je vais très bien. Le froid est tombé sur nous là à Luxembourg parce que je suis remonté à Luxembourg avant que tu me poses la question. Donc le froid nous est tombé dessus. Donc là, ça va, mais fraîchement. Et en Suisse, comment c'est ? Bah écoute, ici ça va, le temps il est un peu mitigé, hein, comme c'est souvent le cas dans cette partie de l'année, mais non, ça va, je me plains pas. Bon, et de l'autre côté du fil, nous avons quelqu'un qui est un petit peu plus chaud, je pense, parce que là, tu es parti en déplacement. Nous recevons Steven Le Yarrick. Salut Steven. Salut, comment ça va ? Eh ben, écoute, nous, ça va très bien. Alors, je disais que tu es dans une contrée où il fait un peu plus chaud. Tu es parti au soleil prendre quelques jours de repos, c'est ça ? Ouais, j'ai pris 15 jours de ma vie pour me reposer. Ça faisait 2 ans que j'avais pas fait ça, ouais. J'ai été rejoindre ma copine Perrine Fesch qui vit en Arabie Saoudite et voilà, ça me permet aussi de m'acclimater à la chaleur et de faire des tests de matériel, mais c'est vraiment surtout des vacances. Et voilà, mais j'avais des pneumatiques à tester et puis 2-3 protocoles à la chaleur, donc voilà, ça tombe bien. Bon, malgré tout, le protocole à la chaleur, le matos et tout, tu as déjà testé dans ton dernier projet de Namibie. Enfin, on va y revenir. Mais déjà, ce que je te propose, c'est de te laisser le micro quelques minutes pour que ceux qui, s'il en existe, ne te connaissent pas, sachent un petit peu qui est notre invité aujourd'hui. Ah si, je pense qu'il y en a des millions et des millions qui me connaissent pas et c'est tant mieux. Mais je m'appelle Steven Le Yarrick, je suis aventurier professionnel. J'ai au tout début de ma carrière sportive, on va dire, été cycliste élite pendant une dizaine d'années. Puis ensuite, je suis devenu communicant pour des marques, des personnalités, des athlètes, jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio, où j'étais communicant pour la Fédération française de triathlon, où je dirigeais la com équipe de France et digitale. Et voilà. Et ensuite, j'ai décidé d'aller au bout de mes rêves d'aventure après un long passage dans l'Himalaya et voilà, donc j'ai traversé l'Himalaya en vélo, j'ai fait Paris-Dakar en 20 jours en vélo aussi, enfin j'ai quelques records à vélo, le Kilimandjaro, le lac Baïkal, etc. Et puis voilà, et puis là je reviens de Namibie où j'ai fait un projet on va dire estival, c'était mai-juin dernier et ensuite j'ai enchaîné avec une course qui s'appelle Northscape 4000 que j'ai gagné avec 30 heures d'avance et avec pas beaucoup de sommeil. Mais voilà, donc je fais des courses d'ultra-endurance et des aventures souvent à vélo. Ouais, je ne sais pas comment tu as fait pour résumer les 20 dernières années en 1 minute 30. Félicitations. Ouais, c'est assez simple parce que je répète toujours la même chose presque. Je suis comme toi, hein. On devient des vieux à force. Bon, tu restes quand même plus jeune que moi. Pas encore plus jeune que Greg. Greg est un petit genou. Bon, donc tu nous as dit, première partie de ta vie sportive et professionnelle, tu étais sportif élite dans une équipe française. On peut revenir rapidement là-dessus parce que le vélo, c'est quand même une des parties les plus importantes du triathlon. Il paraît qu'on gagne un triathlon avec la natation, mais on peut le perdre avec la course à pied. Ou l'inverse, on le perd avec la natation, mais on peut le gagner avec la course à pied. Puis au milieu, il y a quand même le vélo, qui est la partie la plus chronophage d'une compétition. Donc, comment est-ce que tu as découvert le vélo ? Qu'est-ce qui a fait que tu y es resté, tu y as performé pendant une dizaine d'années et pourquoi tu en es sorti ? Je sais pas comment j'ai aimé le vélo parce que je trouvais que c'était un truc cool en fait. C'était un jeu, c'était un moyen de m'échapper des quartiers populaires de la banlieue de Paris en fait, où je vivais, où j'ai été élevé quand j'étais jeune, parce que je suis originaire de Bretagne, mais j'ai été élevé dans le quartier populaire à la Courneuve, donc à côté de Saint-Denis, à côté de Paris. Et voilà, ça me permettait de m'échapper, d'aller plus loin, aussi intérieurement, de me faire des copains. Et puis j'ai commencé le vélo, j'avais 5 ans et demi, j'ai eu ma dernière licence au niveau, je crois que j'avais 23 ans, mais voilà, j'ai pas arrêté de 5 ans à aujourd'hui, presque, sauf 2 ans après ma carrière. Et non, le vélo, ça a toujours été un moyen de m'affranchir, de grandir, d'être libre, de me réaliser aussi. Ça m'a abîmé à certains moments, ça m'a aussi permis
de prendre confiance en moi à d'autres. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis connu pour ça ou reconnu dans certains domaines ou par mes pairs pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, je fais des aventures un peu longues à vélo, pas très rapides, mais je suis heureux, quoi. Bah, pas très rapide, j'aimerais bien quand même avoir ta vitesse. Tout à l'heure en off, je me posais la question si tu avais déjà franchi la ligne d'un triathlon. Tu m'as rappelé que oui, c'était le cas. Donc, c'était quoi tes temps sur triathlon et c'était sur quelle distance d'ailleurs? Euh, sur Ironman, non, mais le plus vite que je suis allé, je pense, c'était sur Alpha Ironman. Je crois que c'était à Lacano ou un truc comme ça, ou Carcan. Enfin bref, à côté de Bordeaux là. Et, et je crois que je rentre la natation en, je sais plus, 25 minutes, mais je sais plus en fait. Ça allait vite. Vélo, on fait 44 ou 45 de moyenne, et à pied, j'ai pas bien couru, je crois, parce que je me fais sanctionner, je crois, parce que ça a drafté, on était 10 ou 12 devant, et ça allait trop vite pour les commissaires, je pense, et j'étais puni. Donc voilà, mais non, en Ironman, à Nice, je crois que je fais 5 heures au vélo, mais ça allait plus vite que moi. Hein. Jalabert, je sais plus combien il fait 4h45, je crois. Donc, non, ça va vite, mais il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi. Quand je vois là, ce qui s'est passé à Cozumel, là, sur le dernier Ironman ou en Afrique du Sud, quand je vois les chronos, même bien entraînés, si je rentre dans le top 10 des temps vélo, déjà, c'est exceptionnel, quoi. Donc, Puis après, il faut encore courir. ouais, c'est ça. Et moi, je cours pas, quoi. Je sais pas, mon meilleur marathon sur Iron, ça doit être 4 heures. Donc, si tu rentres pas moins de 3 heures, tu es déjà hors du top 20 de l'épreuve. Donc, c'est réglé, quoi. Non, maintenant, je suis trop gros, je suis trop lourd, j'avance plus. Bon, j'aimerais quand même bien avancer à ta vitesse. Et du coup, donc, là, ton expérience sur Ironman, ton expérience sur triathlon, elle s'est arrêtée là après 2 Ironman ou tu avais déjà testé des distances un peu plus courtes? Enfin, tu nous as dit que tu avais fait des halfs, mais ça a duré combien de temps et en fait, qu'est-ce qui a fait que tu es passé à autre chose? Oh, j'ai arrêté le triathlon quand j'ai arrêté de bosser pour la Fédé. Non, j'ai arrêté le tri parce que, ouais, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'engagement. J'ai du mal à faire les choses assez tranquillement et de manière. En gros, j'ai du mal à me dire, je vais sur un triathlon à la fleur au fusil, quoi. Parce que il y a toujours un gars qui va arriver, comme ça arrive encore aujourd'hui, quand je fais des épreuves grand public, qui me tape sur l'épaule et qui me demande, mais qu'est-ce que tu fais là, alors que je suis dégommé et je suis un humain, quoi. Mais voilà, donc non, il y avait ça. Et puis après, non, j'étais un peu après les Jeux à Rio, j'avais envie de couper avec le milieu parce que après les Jeux, ça a été dur pour moi, ça a été dur pour la Fédé aussi, parce que je pense que ça a été dur pour les athlètes. Et après, voilà, quoi. Ça m'a permis, en fait, les Jeux à Rio, ça m'a permis de faire le deuil de ma carrière sportive, en réalité. Et juste après, je suis complètement parti sur autre chose, sur une traversée de l'Himalaya. Et surtout, je voulais rentrer au monastère. Enfin, je voulais changer de vie, faire beaucoup de méditation, et puis vivre autre chose, et même pas forcément dans le sport. Du coup, c'était pas contre le triathlon, mais le triathlon, pour moi, c'est de manière exacerbée tout ce qu'on peut faire de plus dur, de plus fort et de plus professionnel dans le sport, je trouve, même si c'est le plus grand nombre de pratiquants du triathlon, c'est du grand public, mais tu es obligé de t'entraîner, en fait. Je connais pas un gars qui arrive, qui arrive en claquette au départ du triathlon et il se dit, allez, je vais nager 4 bornes 5 et 4 bornes 8 et tu vois, je vais faire mes 4 km de nage, je vais me faire 180 km à vélo et je vais finir un marathon tranquille. C'est assez rare, quoi. Donc, non, ça demande un certain entraînement, un certain engagement. Là, tu vois, je nage tous les jours là, depuis 3-4 jours. Je me rends compte que j'étais pas si mal, en fait. Tu vois, tu perds tout très vite. Et puis, je me souviens c'était Vincent Louis qui disait toujours ça. Il dit, mais mec, si tu nages pas toutes les 4 heures ou 5 heures de ta vie, mais
tu perds tellement. Et puis voilà, c'est des discussions que j'ai eues souvent avec des athlètes, quoi, quand j'étais à la Fédé ou par ailleurs. Les athlètes, ils nagent 1 à 2 fois par jour et voilà, quoi. Et puis ils font toutes les disciplines tous les jours. Donc voilà, je suis trop vieux maintenant et puis ça me demande trop de travail. Ouais, après, tout ce que tu dis sur le triathlon, est-ce que c'est pas vrai pour tous les sports? Je veux dire, en tout cas, tous les sports olympiques. On n'arrive pas en claquette, la fleur au fusil aux Jeux Olympiques en disant tiens, je vais me faire une petite médaille aujourd'hui. N'importe quel sport, il faut le bosser un peu. Mais je parlais pas forcément du sport olympique, hein. Je parlais d'un sport qui, en gros, on va pas sortir. En gros, parce que je viens du vélo, mais en gros, tu fais plus facilement 50 km avec ta famille un dimanche matin que 4 km quoi, de natation pour aller voir les bateaux, quoi. Tu vois? Je trouve que c'est peut-être parce que peut-être je me trompe, mais il y en a pas beaucoup qui font des balades en famille à 8 personnes de 5 km, quoi. Et, et en fait, le triathlon en longue distance, c'est un peu ça. Et du coup, c'est ça le truc, c'est il faut se préparer quand même un peu. Et puis voilà, évidemment, c'est quand on part pour s'amuser, c'est souvent la même chose, mais ça demande un peu de préparation. Et puis voilà, après, quand on a été ancien sportif de haut niveau, on a des repères physiologiques et mentaux qui sont pas forcément les mêmes que tout le monde. Et puis accepter que t'es nul en natation, que t'es nul en vélo ou nul en course à pied, c'est dur, quoi. Donc voilà. Nul en vélo, ouais, je sais pas si je te l'accorde. Je veux bien te laisser la natation et la course à pied, Non, mais le vélo, parce qu'il y a des mecs qui sont vraiment, vraiment beaucoup plus forts. Et puis voilà, il y a des mecs qui sont vraiment spécialistes de ça. Et puis faire du vélo après la natation, c'est pas la même chose, et ainsi de suite. C'est un sport particulier. C'est pour ça que ça s'appelle le triathlon, quoi. Je pense que c'est tellement de travail physiologique pour arriver à un haut niveau et puis tu perds tout très vite. Donc voilà, mais non, chacun son plaisir, chacun son rythme. Mais la natation, par exemple, je trouve que c'est un sport qui est quand même ingrat parce que ça demande vraiment beaucoup de travail pour très peu de progrès finalement. Et en gros, la rentabilité de la natation sur le triathlon, elle est quand même toute petite, un haut niveau, un petit niveau, pardon, parce que tu vas gagner 30 minutes ou 45 minutes dans le meilleur des cas quand tu fais de l'Ironman. Et sur le vélo, tu peux gagner 2-3 heures un peu plus, on va dire, un peu plus facilement. Voilà. Bon, ça reste des extrêmes, mais effectivement, je pense que tu as raison. Et puis, je pense qu'il y a aussi une attente par rapport à ses propres performances quand on a été sportif de haut niveau, qui est beaucoup plus grande, je pense, qu'un sportif amateur. Parce que toi, si aujourd'hui, sans entraînement, tu pars faire un 180 bornes de vélo, tu vas mettre la misère à la plupart des gens qui sont dans le peuple, dans les catégories populaires comme Hermano et moi, mais toi tu vas te dire j'ai fait une performance de merde, mais voilà, tout est relatif. Mais je pense qu'effectivement tous les sportifs de haut niveau qu'on a pu interroger ici ou là ont une énorme attente par rapport à leur propre performance, même plusieurs années après leur carrière sportive. Et donc du coup ça forcément ça joue sur le mental et la motivation que tu peux avoir au départ d'une compète, quoi. Ouais. Bah, tu mets 5 ou 7 ans à faire le deuil de ta carrière, quoi. Donc, déjà, pendant ce laps de temps, tu mets pas mal de trucs de côté dans ta tête. Et si pendant cette période-là, tu reprends du sport, comme là, je vois Thomas Vauclair qui reprend, comme de par hasard, enfin, j'ai vu qu'il avait fait un triathlon, mais en plus de la course à pied, il rentre un semi en je sais pas quoi, une 16 ou une 17, sans forcément, il dit s'entraîner. Mais il a un moteur qui est quand même un peu hors du commun, et puis comme beaucoup d'autres, quoi. Et moi, quand j'étais coureur, quand j'étais coureur cycliste, je pense qu'un semi-marathon en sec, sans entraînement, je pense que je le rentrais en une 25, entre une 22 et une 25, quoi. Je sais même pas si je le fais aujourd'hui, quoi. Donc, Ouais, après ça dépend vraiment de tous les sportifs dont on parle, mais tu citais Jalabert tout à l'heure en off, lui aussi, maintenant il avance dans l'âge, hein, et sur Ironman il est loin d'être ridicule, et franchement il a des performances qui sont encore de très très haut niveau, mais c'est sûr que ça a plus rien à voir avec les performances qu'il avait quand il était cycliste élite, mais
mais il est toujours impressionnant à voir. Et on en a plein des exemples comme ça. Donc, je pense qu'il y a encore de belles années après l'activité de sport professionnel pour profiter de ses performances, si on accepte de mettre un tout petit peu le point dans sa poche au niveau des temps absolus qu'on va faire. Mais il y a peut-être aussi un point qui est non négligeable, c'est que vous, entre guillemets, les anciens sportifs de haut niveau, il y a une chose que vous maîtrisez bien mieux que nous, les sportifs amateurs, c'est la connaissance de votre corps et puis certains aspects justement sur la physiologie du corps humain et sur la physiologie sportive. Donc c'est des choses que même si tu changes de sport, à un moment tu vas quand même retrouver certains patterns et que tu vas savoir adapter pour pouvoir performer au mieux. Ouais, des repères mentaux, des repères physiologiques aussi, des repères psychologiques, parce que moi, si même demain tu me fais arrêter, mais ça je le connais même avec des mecs qui ont arrêté le sport définitivement, s'ils font un footing de 5 kilomètres et ils se font doubler par un mec de 70 ans, bah ils vont avoir envie de le dégommer, quoi. Mais c'est parce que t'es malade en fait, t'es déformé depuis que t'as commencé le sport tout petit et vraiment ça te déforme mentalement. Et souvent dans le boulot ils sont pareils, ils sont beaucoup dans la compétition et souvent soit ils s'en sortent très bien, soit c'est dur quand il n'y a pas ce challenge, quoi. Et même dans ce que je fais aujourd'hui, bon, j'ai pas forcément d'adversaire direct, enfin pas tout le temps, mais non, mais j'aime bien jouer à faire la course, ouais. Ça reste toujours ça. Et puis après, il y a plein de dans l'eau, etc. Les sensations, apprendre à connaître son corps, son mental aussi. Et puis ouais, je pense que c'est essentiel, notamment quand on transfère sur d'autres sports, on progresse très vite, quoi, parce qu'on a confiance. Et puis la confiance en nous aussi, qui existe, et tu sais que tu reprends vite la forme et tout. Enfin, c'est de moins en moins vrai, parce que j'ai l'impression des fois que je reprends à zéro à chaque fois, mais Bon, alors, du coup, on a fait un rapide passage sur ton passé de cycliste, sur ton passé de triathlète. Tu l'as dit, tu n'as malgré tout pas raccroché le vélo complètement puisque tu as continué dans la voie de l'aventure. Tu nous as parlé tout à l'heure du temps que tu as passé dans l'Himalaya. Tu peux revenir dessus et puis peut-être nous en dire un petit peu plus sur l'aspect technique. Comment est-ce que tu as géré tout ça? Avec quel type de vélo? Avec quel matériel? Est-ce que tu étais accompagné tout seul? Comment tu te trimballais ta tente, etc. ouais, il y a eu deux Himalayas. Et en réalité, il y a eu un premier Himalaya où j'ai passé plus de 120 jours là-bas, où c'était vraiment à pied, où là je me suis découvert et j'ai changé complètement de vie. Et l'année d'après, j'avais décidé de traverser l'Himalaya d'est en ouest, donc ça fait 2000 km et 90 000 mètres de dénivelé positif. Et donc là, c'était à vélo et à pied. Donc c'est traversé par le Great Himalaya Trail, qui est considéré comme une des traces les plus hautes et les plus dures du monde. Et voilà, c'est la trace la plus haute et la plus dure de l'Himalaya en tous les cas. Et voilà, donc ça fait à peu près un peu plus de 4000 mètres de dénivelé, de moyenne, on va dire, en altitude sur tout le projet. Il y a eu 15 passages au-dessus de 5000, 2 passages à 6000. Enfin, c'est une aventure assez engagée quand même. Et j'avais décidé de le faire en vélo pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, mais aussi parce que ce pays a changé ma vie et du coup, voilà. Donc techniquement, je suis parti avec un vélo qui était au départ, je ne sais pas s'il était vraiment fait pour ça, quoi, parce qu'il coûtait 999 euros et c'est le seul vélo que j'ai trouvé pour moi et puis pour mon movie maker, parce que c'était diffusé à la télévision en fait. J'avais décidé d'essayer de transmettre ça en live et de me dire que c'était possible de transmettre une aventure aussi difficile et puis dans des contrées vraiment lointaines au plus grand nombre à la télévision française. Et voilà, du coup, j'avais ce movie maker qui s'appelle Pewen Groti, qui est un franco-argentin, et j'ai décidé de partir aussi avec un Népalais et qui s'appelait Nawang Dawa Sherpa et qui a malheureusement dû nous quitter à 2 jours de la fin parce qu'il était dégommé, quoi, comme on a été tous, mais il était à un point de non-retour et voilà, mais il est retourné plusieurs fois à Katmandou pour réparer soit son vélo, soit lui parce qu'il était blessé. Et voilà, donc ça a duré 51 jours, j'avais projeté 60 jours.
Et voilà, et c'était des journées entre 10 et 18 heures d'effort par jour. Et ouais, des moyennes d'altitude, enfin de dénivelé par jour entre 2000 mètres et je crois que j'ai fait une journée à 7 ou 8000 dans les 24 heures, ouais. Donc c'était des grosses journées en altitude, des grosses journées des fois dans la neige et tout. Et puis physiologiquement, quand tu restes longtemps à 4000, tu deviens un peu barjot, quoi. Alors j'avais justement plein de questions là-dessus parce que bon, Nakan, c'est un podcast où on aborde notamment les aspects techniques, mais techniques pas uniquement matériels, mais aussi techniques de l'humain, techniques du corps humain. Alors déjà, comment on gère 51 jours en altitude? Parce que déjà, quand on va faire un peu de ski, parfois l'altitude, soit ça nous fait pousser des ailes, soit ça nous défonce complètement. Mais quand tu te lances dans un projet comme ça, comment on gère 51 jours et en plus avec de l'activité physique? J'étais un peu inconscient en fait, parce que tout le monde m'avait mis en garde, mais j'avais pas les fonds pour forcément faire une acclimatation à l'altitude. J'avais pas les fonds non plus pour rester en temps type au bar pendant longtemps. J'avais pas non plus le temps de passer énormément de temps là-bas, même si j'ai passé presque 20 jours au-dessus de 2000 là-bas quand je suis arrivé. J'ai passé 5-6 jours à faire des warm-up entre 2000 et 3500 mètres. Mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas parce que, comme tu l'as dit, être au repos à 3000 mètres, c'est une chose. Même faire du ski, enfin, j'ai aucune critique envers les skieurs, bien au contraire. Mais même, en fait, quand tu fais du ski alpi, par exemple, tu montes et tu descends très vite, en fait. Après, tu remontes, mais tu redescends toujours très vite. Là, la difficulté, ça a été que je pouvais même pas redescendre à vélo. Des fois, je devais redescendre à pied avec le vélo sur le dos. Et cet effort était aussi dur que la montée et aussi long parfois. Parce que des fois, la descente, j'allais à 3 km/h. Et ça, je l'avais pas calculé dans mon protocole. Et du coup, j'étais explosé, quoi. Parce que quand tu passes 18 heures à 4500 mètres, il y a un moment, à l'équivalent en dépensant entre 12 et 15 000 calories par jour, en étant toujours à peu près au seuil, à ton seuil aérobie, mais plus, parce que voilà, c'est relatif, parce qu'avec la fatigue, tous tes seuils ils descendent un peu, enfin, ton cardio il est plus réglé pareil, tu dors pas très bien, enfin, tu manges pas parfaitement, tu manges soit chez l'habitant, soit des trucs que tu as emmenés, donc pas grand-chose. Donc plein de paramètres qui sont à prendre en considération, mais mon inconscience a fait que ça s'est bien passé à peu près sur 80% du temps, et puis les 20%, c'était assez dangereux, ouais. Bon, c'était assez dangereux, mais t'es là, donc c'est que tu as quand même réussi à passer à travers. Et puis la deuxième question, c'était justement comment on emmène un vélo à 4000 mètres d'altitude. Tu nous as dit parfois tu montes ou tu descends avec le vélo sur le dos. Pour nous qui sommes des triathlètes, et même si on n'est que des amateurs, on aime la vitesse. Quand tu nous disais que des fois tu étais à 3 km/h sur le vélo, comment tu fais pour pas tomber? Des fois, j'allais à 3 km/h en roulant, mais en fait, ça va aussi vite en marchant, et du coup, je marchais, quoi. Et je portais le vélo, donc le sac plus le vélo, des fois ça faisait 30 à 35 kilos, et je portais des fois pendant 15 heures d'affilée. Et en prenant 2, 3, 4000, 100 000 mètres de dénivelé positif avec le vélo sur le dos, et en faisant jusqu'à 100 000 squats par jour, parce que tu es obligé de descendre des marches ou en monter. Et c'était horrible, quoi. C'était horrible parce que je m'attendais pas à ça, j'avais pas préparé cette phase-là. Et puis même porter un vélo, quoi, un vélo qui a un point mobile. J'avais pas de sac porteur, ce qui existe aujourd'hui, mais le sac, en fait, il maintenait mon vélo, mais il le bloquait pas. Et du coup, des fois, j'avais des passages un peu alpinisme, et tu as besoin de tes mains. Et là, c'était chaud, quoi, tu vois. J'ai eu 2-3 moments. C'est pour ça que je dis, j'ai eu chaud, c'est que ouais, j'ai failli me sortir 2-3 fois où je croyais que ça passait. Et en fait, t'es un peu inconscient quand tu marches sur une espèce de bûche qui est apposée à 700 mètres du sol. T'es un peu con, quoi, parce que ouais, je me disais que si le Népalais il passait, je passais, quoi. Et des fois, en fait, non. En fait, ça passait pas bien.
Bon, tu l'as dit, tu es parti avec un Sherpa et puis quelqu'un qui filmait. Sur l'aspect technique, justement, comment est-ce que tu gérais tout ça? Parce que, en dehors d'avoir le vélo, le matos et la bouffe, il faut aussi que tu transmettes toutes les informations. J'ai acheté 4 puces de 4 régions différentes. En fait, tu achètes des puces par territoire. C'est comme si chaque opérateur mobile marchait en Bretagne voilà, ou en Suisse, ça marchait dans chaque canton, etc. C'était un peu ça. Et donc, j'avais acheté toutes les puces nécessaires. Donc, ça marchait sur 80% du territoire. Mais ça marchait pas parfaitement, quoi. C'était l'équivalent d'une 2G améliorée. Et des fois, il y avait du Wi-Fi qui arrivait, on ne sait pas comment d'ailleurs, mais ça marchait. Et du coup, le caméraman essayait d'envoyer des images. Donc, on tournait. Des fois, il perdait, lui, 2, 3 jours. Il nous rejoignait soit à dos de moto ou des fois dans des pick-up ou en bus. Enfin, il a vécu vraiment une aventure parallèle, mais des fois, il a vécu vraiment l'enfer parce que c'est trop dur quoi de faire des voyages. Moi, je suis malade en voiture, je pense que je serais mort à sa place. Mais ouais, il y avait ça. Et puis moi, j'avais décidé de porter mes affaires quoi. Je voulais pas être aidé. Tu as parlé d'un Sherpa, c'est sa caste, hein. Il est Sherpa, donc c'est considéré comme les meilleurs grimpeurs de l'Himalaya, mais il ne portait pas mes affaires. D'ailleurs, il avait un sac plus petit que le mien. Et Nawang, il m'a jamais porté un truc, quoi. Même pas un bidon d'eau, même pas. Il a essayé une fois de porter mon vélo. Je lui ai dit de pas toucher à mon vélo parce que c'était pas comme ça, quoi. Et donc voilà, donc tu portes ta vie en fait. Tu fais la vie d'un porteur de l'Himalaya pendant 51 jours. C'était un peu ça, rêve d'Himalaya. C'est un peu cauchemar d'Himalaya des fois, mais. Et, et tu voulais réagir, Greg, non? Moi, j'avais une question plus fondamentale par rapport à tout ça, et puis peut-être plus philosophique. On entend bien que sur ta dernière aventure là, à travers l'Himalaya, t'as morflé comme tu l'avais même pas imaginé et prévu. Comment est-ce que on en arrive à vouloir être aventurier professionnel? Comment est-ce que ça t'est venu de te dire bon maintenant je vais me lancer ce challenge-là? Je sais pas, est-ce que tu voulais aller aux limites de toi-même? Est-ce que tu voulais découvrir le monde et puis le faire de manière un petit peu route et puis un petit peu extrême? Est-ce que tu voulais, je sais pas, voilà, essayer de voir quelles étaient les limites du corps humain et puis de contribuer un peu à la science par rapport à ça? Et puis ensuite, deuxième partie de la question, comment est-ce qu'on le finance ce fait de devenir aventurier professionnel? Parce que quand tu me dis au tout début du podcast, bon ok, je suis aventurier professionnel, moi j'ai la tronche de Mike Horn qui vient dans ma mémoire tout de suite parce que c'est un peu le seul que j'arrive à identifier en étant comme ça. Puis bon, bah lui, j'imagine qu'il a des contrats avec des marques, avec du sponsoring, avec des médias qui lui payent une couverture de ses aventures, etc. Comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que ça continue à se passer pour toi? Donc voilà, première partie de la question, comment est-ce que tu en es arrivé là? Puis ensuite, comment est-ce que tu as réussi à en arriver là au niveau support financier et puis arriver à en vivre? Ça va ensemble en fait. Je pense que j'ai pas forcément décidé d'être aventurier professionnel. J'étais un aventureux, j'avais envie de découvrir en effet l'Himalaya et puis ensuite le monde et puis ensuite surtout moi-même et de le transmettre parce que je trouvais ça fou de transmettre des émotions alors que j'étais à l'autre bout de la planète et que ça rendait des gens heureux, ça nous mettait du sens dans leur vie parce que la première aventure dans l'Himalaya, j'ai eu énormément de retours. Et j'avais déjà des sponsors, j'avais déjà des supports, j'avais déjà des gens qui me donnaient de l'argent pour réaliser mes rêves parce qu'ils n'avaient pas forcément pu réaliser les leurs ou ils trouvaient ça admirable de faire ce que je faisais. Donc, je trouvais ça cool. J'avais une couverture média qui était déjà bien parce que j'avais moins de 30 ans et traverser l'Himalaya en le diffusant sur France Télévisions, voilà, ça faisait des audiences, des fois de plus d'1 million de téléspectateurs, voire 3 millions. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'avaient fait avant, et notamment en France, je pense. Donc voilà, après, devenir aventurier professionnel, je dis juste ça parce que c'est mon travail. Je pourrais dire réalisateur de documentaires, je pourrais dire que j'écris des livres, je pourrais dire
je prends des photos et que voilà, je pourrais dire mille choses, mais ça veut juste dire quelqu'un qui fait des aventures et qui essaie de les transmettre à travers des documentaires ou des écrits ou ses réseaux sociaux aujourd'hui, parce que les aventuriers qui sont pas 2.0, il n'y a plus beaucoup. On n'est plus Jean-Louis Etienne qui écrivait un livre peut-être les 2, 5 ou 7 ans, et aujourd'hui, les mecs, ils écrivent un post tous les 2 jours sur leurs réseaux sociaux. Donc, je sais pas comment tu deviens aventurier professionnel. En tous les cas, je pense que c'est le jour où tu arrives à gagner de l'argent avec ça. Et pour ça, je pense qu'il faut être un peu médiatisé, faut être un peu suivi. Et puis après, il faut avoir des partenaires, des sponsors. Et puis ça, Hermano, on avait discuté dans un podcast chez lui précédemment, mais c'est beaucoup de boulot parce que des fois, c'est plein de frustration. Je pense que Mike Horn, il a beaucoup galéré au début. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce qu'il est devenu mainstream beaucoup grâce à la télé-réalité, parce que je pense qu'il y a 5 ans, il n'y a pas grand monde qui le connaissait encore. Moi, je le suis depuis 10-12 ans et voilà quoi. Avant, personne le connaissait, personne savait qu'il avait fait l'Altitude Zéro, et puis moi, personne sait peut-être que j'ai traversé l'Himalaya, parce que les gens voient ce qui est actuel, mais je pense qu'il y a un copain qui m'a dit ça il y a 5 ou 6 ans maintenant. Il m'a dit: Steven, on met 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Et cette citation, je le dis à tous les jeunes que je rencontre. Voilà, on met 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Alors, je ne sais pas s'il y a une solution pour devenir aventurier professionnel ou pour devenir Steve Jobs, Mike Horn ou Thomas Pesquet, mais je pense qu'il faut bosser. Et puis après, les partenaires privés, publics, ils viennent quand tu as tellement d'énergie et tellement d'envie dans ce que tu fais. Et puis, quand tu es un peu suivi, les marques, elles ont envie de suivre aussi. Et puis je pense quand tu es sincère, quoi. Bah alors ça, c'était ta première aventure, en fait. C'est vraiment ce qui a lancé justement ta carrière d'aventurier professionnel, pour ainsi dire. Alors, du coup, maintenant, j'hésite un peu à employer ce terme-là par rapport à ce que tu viens de nous dire. Mais, et puis, tu t'es pas arrêté là, tu as continué dans les aventures. Tu as découvert aussi un autre type de vélo, qui n'était pas le vélo que tu avais ramené avec toi à l'Himalaya, mais ces vélos qui sont très tendance, qu'on appelle le gravel. Et puis, tu t'es décidé à lancer des choses autour du gravel. Ouais. C'était la frustration de l'Himalaya déjà qui m'a fait ensuite monter des aventures déjà plus engagées, on va dire, sur la planète, avec un projet qui est un projet de longue durée qui s'appelle le projet 666, qui est de traverser les 6 déserts les plus hostiles du monde sur 6 continents en 6 fois 1 mois. Un projet que j'ai commencé l'an passé en Namibie, et que ça soit après l'Himalaya, après Dakar, après chaque aventure, j'ai toujours cette frustration de me dire, j'ai l'impression de faire rêver les gens, mais je les mettais pas en action, en fait. Et j'ai monté un truc il y a un peu plus d'1 an maintenant qui s'appelle Gravelman, en ayant l'idée un peu certaine je me disais qu'en mettant les gens en action, je leur permettais non pas juste de rêver, mais de réaliser un peu leurs rêves, et puis de leur transmettre un peu de ce que je faisais en accéléré sur un week-end, sur 350 km, en moins de 50 heures. Je trace 2 parcours, un parcours route et un parcours gravel. Et puis je me dis que les gens, s'ils vont au bout de ce truc, ils comprendront un peu mieux ce que je fais. Et puis surtout, ça les rend fiers d'eux, quoi. Fiers d'eux, fiers de ce qu'ils font. Et puis c'est eux qui l'ont fait, c'est pas moi qui leur ai donné dans la main, quoi. Pas comme un livre, pas comme un documentaire ou pas comme beaucoup de choses qui se font dans la vie et quand tu regardes la télé. Et puis et là, c'est eux qui font, quoi. Bon, et puis, je ne sais pas si tu as suivi, Greg, mais tout à l'heure, vous avez parlé de Mike Horn. Steven, tu as parlé justement que les aventuriers 2.0, maintenant, vous étiez tout le temps connectés, tout le temps en train d'échanger. Donc, Greg, est-ce que tu as suivi l'histoire de Steven sur son projet Nabibi, justement, sur la première patte du défi 666 ? Non, malheureusement pas. Alors, je crois que Steven, t'es quand même le seul mec qui est né avec un vélo et qui arrive à faire des stories pendant tout
pendant tout son projet. Donc là, il faut que tu m'expliques comment, d'un point de vue à la fois technique mais aussi humain, tu arrives à tenir le vélo, à bourriner comme un malade et à en même temps écrire des stories et en plus tout ça en ayant toujours du jus sur ton téléphone. Tu sais, j'ai carrément le nerf, le canal carpien gauche qui est bouché, et pas que le carpien. Il y en a deux en fait qui sont vraiment proches, et les deux sont bouchés sur ma main gauche, parce qu'en fait ma main gauche est toujours posée sur le vélo et j'utilise que ma main droite pour filmer. Et, ouais, des fois je passe 3, 4, 5 heures par jour à filmer, à transmettre. En fait, ces images-là, je les prends aussi parce que je fais des documentaires après, et je me dis, ce moment-là, je l'aurai plus jamais, en fait. Et je veux pas l'oublier, je veux que les gens ils aient ça, parce que peut-être qu'ils viendront jamais en Namibie, peut-être que moi, je reviendrai plus jamais, et je veux garder ça, quoi. Et surtout, je veux que les gens ressentent ce que je vis, tu vois, rencontrer des girafes, tomber nez à nez sur une dizaine de girafes et rouler avec des girafes avec mon vélo gravel. Je trouvais ça complètement dingue, tu vois. Et j'en ai rêvé longtemps de ce moment-là. Et tu vois, quand ça t'arrive, c'est un peu pas la consécration, mais tu pleures, parce que tu te dis, je suis fier de moi, quoi. Tu vois, je l'ai choisi, j'ai travaillé pour ça, j'ai financé ce projet. On me le donne pas, en fait. Il y a rien tu vois, on te donne rien dans la vie. Il y a rien qui m'est tombé dans la main comme ça. Je travaille tous les jours. Tu vois, là, je vais encore travailler jusqu'à 2 heures du mat tous les jours de ma vie. Tu vois, c'est ma vie, quoi. Après, chacun sa manière de fonctionner, mais moi, j'ai besoin de ça pour me sentir vivant, pour préparer mes projets, et puis pour être conscient de tout ce que je vis, quoi. Et puis, c'était un peu la récompense. Du coup, en Namibie, j'ai fait beaucoup, mais le pire, c'était Northscape, ouais. Juste après Northscape, c'était énorme, parce que là, j'allais chercher des rushs, des anecdotes de plein de trucs, des références cinématographiques ou musicales, et c'était assez drôle, ouais. On a beaucoup rigolé, ouais. D'ailleurs, j'avais vu le groupe, je sais pas si vous connaissez le groupe IAM avec Akhenaton, et je les ai rencontrés à Paris, et je leur ai dit que j'avais fait danser des rennes sur IAM Petit Frère, et ils ont beaucoup rigolé, ouais. Parce que je mettais de la musique, en fait. Je mettais de la musique en Namibie et sur toutes mes aventures, et c'est assez drôle, ouais. Et le recul. Voir déjà des girafes sur du rap et tout ça. Ouais, c'est un certain style, effectivement. Mais alors, du coup, l'aspect techniquement bête, mais comment est-ce que tu fais pour avoir du jus et du réseau pendant tout ton défi? Namibie, j'avais pas du réseau tout le temps, mais j'en avais 5-6 heures par jour, quoi. Après, Northscape, j'avais du réseau tout le temps parce que c'est en Europe. Dakar, j'ai acheté des puces tous les 1000 kilomètres. Donc, j'ai acheté 5 puces, Paris-Dakar. Après, non, Namibie, c'était assez facile. Et comme moi, j'avais du jus, j'ai une dynamo sur mon vélo. Et c'est moi qui recharge mes téléphones, mes batteries, tout ça. Bon, alors justement, tu parles de tes batteries. Quel matériel tu emmènes avec toi en dehors de ton vélo? Je ne sais pas si nos auditrices et nos auditeurs ont déjà vu des photos ou des vidéos de tes stories. On te voit avec un vélo harnaché, plein de sacoches, etc. Donc, qu'est-ce que tu mets dedans et quels sont les devices électroniques que tu emmènes avec toi? J'ai souvent 2 téléphones, une GoPro, et après, pas grand-chose. J'ai plusieurs batteries de GoPro, et puis après des chargeurs, etc. De l'argent, et après à manger, à boire, des habits. J'ai tout ce qu'il faut quand il pleut, quand il fait froid, quand ça caille le matin, parce qu'en Namibie, la nuit, il faisait 0, du coup, il fallait quand même se couvrir. Et j'ai pas eu beaucoup de pluie, évidemment. Mais j'ai eu très froid la nuit, très chaud le jour, tu vois, crème solaire, tous les trucs. Et puis après, j'ai tout mon matériel Garmin. Je suis sponsorisé par Garmin. Alors, j'ai une montre solaire qui est à mon poignet, qui m'indique aussi l'altitude et la température. J'ai pas tant que ça de pochette comparé à d'autres gens, mais j'avais un vélo entre 20 et 30 kilos max, quand il y avait toute la bouffe et toute l'eau. Et puis après, tu vois, j'ai des trucs de rechange, genre j'avais des rayons de rechange, j'avais une chaîne de rechange, j'avais
dérailleur. Non, il n'était pas avec moi. Il était directement à la capitale. Enfin, j'avais presque un vélo complet qui était prêt si je cassais tout, tu vois. Comme dans l'Himalaya, mais j'aurais perdu 5 jours à le refaire, mais je préférais perdre 5 jours que de perdre l'aventure, quoi. Bon, parce que tu sais aussi bricoler ton vélo. T'es pas uniquement un pro qui roule. Bah non, je suis pas du tout un pro. Et puis, non, je suis obligé. Après, je sais pas tout faire, tu vois. Je sais pas. Là, j'ai des problèmes avec ma fourche hydraulique. Je ne sais pas refaire l'hydraulique d'une fourche. Je sais pas refaire encore l'hydraulique de mes freins. Enfin, si, je saurais le faire à la rigueur. Mais ouais, non, il y a des trucs que j'aime pas faire. Et je préfère laisser faire à des gars parce que si j'ai un problème, je vais vraiment m'en vouloir à moi-même, alors que je préfère en vouloir à quelqu'un d'autre, quoi. Non, mais il y a des gens qui sont meilleurs que moi et puis j'aime bien que quelqu'un s'occupe de mon vélo. Ça me met en confiance et puis je me dis que c'est vérifier, revérifier et puis voilà, quoi. Et alors tout à l'heure, tu parlais justement de ton GPS Garmin sur ton vélo, que tu suis une vingtaine de datas quasiment en temps réel. Quelles sont ces datas? Et tu parlais de la puissance. Est-ce que c'est une donnée que tu utilises beaucoup, que tu suis au quotidien? Ouais, je l'ai suivi le début en Namibie, mais en fait, j'ai arrêté après parce que ça me faisait peur. Et en fait, la vérité, c'est que j'étais hyper fort en Namibie et j'étais hyper bien préparé. J'étais moins fort une semaine après quand je gagne en Northscape, alors que j'allais beaucoup plus vite et j'ai dormi 10 heures en 10 jours. Et on peut croire que j'allais plus vite, que j'étais plus fort, mais en fait, j'étais moins fort. Et en Namibie, quand j'ai vu mes datas de puissance qui étaient des fois proches de ce que j'ai pu faire quand j'étais coureur, genre des trucs comme 350 watts sur des étapes, sur des montées longues ou à température vraiment élevée, je me disais qu'il fallait vraiment que je me calme. Et puis en fait, ça redescendait avec mes sensations, etc. Mais je suis parti très vite en fait en Namibie pour me rassurer, etc. Et puis après, j'ai un peu moins regardé les watts et puis après, je regarde moins de trucs en fait. Plus j'avançais, moins je regardais tout ça et en fait, plus j'allais vite parce que je me détendais et puis c'était plus cool, quoi. J'ai toujours une phase horrible au début où je flippe à mort. Enfin, c'est comme dans tous les voyages ou toutes les expéditions, toutes les épreuves, tu flippes un peu comme dans une conférence, tu flippes à mort au début. Après, tu as une phase où tu as l'impression que tu es invincible. Et puis une dernière phase où soit tu es en full confiance, soit tu t'écrases complet, quoi. Mais là, non, là, j'étais assez confiant. Après, non, je regarde la vitesse. Je regarde la vitesse moyenne sur la journée. Et puis surtout, je regarde l'heure qu'il est. parce que quand la nuit arrive, je sais que c'est beaucoup plus dangereux là-bas. Et les nuits étaient pas forcément extrêmement longues, mais dans la savane, c'est quand même long. Tu entends des bruits tout le temps, tu vois. Un éléphant, enfin, je dis toujours que dans la savane, l'animal le plus lent, c'est l'être humain, quoi, tu vois. Sauf véhiculé, mais on est les plus lents, on est les moins forts, et puis non armés, on est zéro, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr que si tu es en train de dormir ou tu te fais un bivouac et tu as un éléphant qui arrive, tu fais pas long feu et le temps que toi tu décampes, il est déjà sur toi. Ouais, mais même sans faire exprès, hein. Il te marche dessus, t'es mort, ou il marche sur ma roue, il y a plus de roue, il y a plus de vélo, de toute façon. Donc, non, j'avais décidé En fait, j'avais une team média qui était là surtout d'ailleurs pour ça, mais surtout pour prendre des images au lever, coucher du soleil, et puis quand j'allais rencontrer les populations locales. Et du coup, j'avais décidé de dormir. Il y avait une tente de toit et je dormais sur la voiture parce que je voulais dormir à la belle étoile. Enfin, je voulais dormir comme je dors tout le temps, quoi, un peu à l'arrache. Et il me dit, mais tu vas faire 5 jours, mec. Tu te fais mordre par un serpent ou un scorpion te touche, c'est fini, mon gars. Si t'es pas mort, t'es paralysé. Et puis voilà, quoi. Donc ça m'a un peu calmé, ouais. Et sur l'aspect physiologique, justement, parce que tu dis que notamment sur Noscape, tu as dormi 10 heures en 10 jours. Comment est-ce que tu gères ça? Alors j'imagine que c'est des années d'entraînement, d'acclimatation. On le dit et on le répète systématiquement dans ce podcast, on ne teste jamais rien le jour J. Enfin, en l'occurrence, c'est les jours J. Mais comment on prépare ça? J'ai testé des fois le jour J, en fait. Ah merde, il nous a tout pourri là, Greg. Et en fait, j'ai tellement testé ça
En fait, en ultra, tu n'apprends qu'en faisant, comme dans beaucoup de choses. Et en gros, c'est très difficile de se supprimer le sommeil pour un être humain. Tu vois, c'est horrible. C'est un truc. C'est comme te supprimer l'alimentation, mais je trouve que le sommeil, c'est vraiment une punition, quoi. Tu vois, de pas dormir. Tu vois, on t'apprend à dormir depuis tout petit, et puis là, tu vois, en 2 heures, tu te dis, je vais switcher complet, je décide de plus dormir. Et c'est vrai que je m'améliore là-dessus, et puis j'arrive à moins dormir. En fait, il faut moins rouler vite. Et en fait, plus tu roules vite, plus tu consommes d'énergie, plus tu as envie de dormir. Plus tu roules vite, plus tu consommes d'énergie, plus tu as faim. Donc, plus tu dois t'arrêter. Donc, il faut rouler moins vite. Voilà. Et puis perdre le moins d'énergie avec tout, quoi. Et de se sortir un peu de la compétition et de se dire, je continue le plus lentement possible. En fait, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Et puis voilà, quoi. Moi, je suis une tortue. Et puis j'avance petit à petit. Mais des fois, c'est pas évident. Quand tu regardes sur ton compteur, tu as l'impression que tu roules à 35 la nuit, et puis en fait, tu vois que tu es à 18 km/h. Tu te remets un peu en question, quoi. Est-ce que tu as déjà pris contact avec des aventuriers type des navigateurs en solitaire, par exemple, qui sont réputés pour être des gens qui, pendant leurs aventures, ont très peu d'heures de sommeil, c'est très fractionné, ils peuvent pas dormir quand ils veulent, etc. Est-ce que tu as échangé avec ces gens-là? Est-ce que tu as adopté certaines de leurs techniques pour tes aventures à toi? Ouais, des navigateurs, des aventuriers, des survivalistes, des spécialistes aussi des militaires aussi, qui sont obligés d'être. En fait, je trouve, c'est presque plus près de ce que peut vivre un militaire qu'un navigateur. En fait, moi, des fois, je dois piloter, tu vois, quand tu pilotes à 60 km/h dans une descente de col qui fait 25 km, il fait 4 degrés ou moins de 0 degré, comme ça m'est arrivé. Et tu sais que tu en as pour 1 heure et demie, 2 heures. En fait, par exemple, tu fais l'ultra trail du Mont Blanc en course à pied. Tu sais que la course, ça va durer entre, allez, pour les meilleurs, 20 heures, et pour les moins bons, 45 heures. Tu sais que tu as 45 heures à tirer, quoi. Si tu dors 1 heure ou 2 heures, bon, voilà. Mais moi, si je dors, je sais que si je perds 1 heure sur les premiers, pendant 1 heure, ils font 25-30 km/h. Du coup, tu es obligé de rouler. C'est pas exactement comme un navigateur qui vit un peu la même chose. Le seul truc, c'est que eux, j'ai l'impression que en fait, ils ont un degré d'intensité qui est tellement intense. En gros, en caricaturant, en étant vulgaire, nous, on peut vraiment se faire chier, quoi, tu vois. Nous, on peut vraiment s'ennuyer et s'endormir sur un vélo. Ça m'est arrivé une cinquantaine de fois, dont 20 fois sur Northscape, et encore 2 fois en Italie, là où j'ai fait une course qui s'appelle Two Volcano, qui est une des plus dures du monde. Et je me suis retrouvé sur une glissière de sécurité à gauche de la route, alors je roule à droite, et ça m'a réveillé pendant 2 heures parce que ça m'a mis de l'adrénaline. Et puis voilà, mais j'aurais pu avoir un gros problème, quoi. Et je me suis réveillé, j'ai pris 3 cafés à la prochaine station-service et c'est reparti, tu vois. Mais quand tu t'endors la nuit comme ça, et puis des fois, je fais des jeux à la con de combien de secondes je peux tenir les yeux fermés, tu vois, la nuit. Et des fois, je m'endors, en fait. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Ça, c'est vraiment une mauvaise blague parce que au début, tu sais, tu trouves tous les jeux à la con pour te faire gagner du temps sur la nuit, quoi. Parce que les nuits en novembre, c'est horrible. Il fait nuit à 18h et il fait jour à 7h30, quoi. C'est tellement long, tu vois, c'est tellement long. L'été, c'est facile. 22h, il fait nuit. 5 heures, 6h30, il c'est fait levé. jour, ouais. Ouais, t'as même pas le temps de cligner des yeux, quoi. Le clignement d'œil de 6 heures quand même, mais... Ouais, c'est ça. Mais justement, il joue à savoir combien de secondes ça tient. Donc 6 x 6, 36, 360 secondes. 3600 plutôt. Mais oui, pour répondre à ta question, oui, j'ai déjà vu des navigateurs, j'ai déjà discuté de ça avec eux, mais eux, ils trouvent ça exceptionnel ce que je fais, et moi, je trouve ça exceptionnel et incroyable ce qu'ils font. Et oui, ils me donnent des techniques. Après, je pense que la méditation au Népal m'a beaucoup aidé là-dessus, et je pense que je la conseillerais à tout le monde, quelle qu'elle soit.
parce que l'apaisement mental et le fait de se dire la respiration aussi, se caler sur des cadences et se caler sur son intensité à soi. Moi, j'ai tellement de gars qui m'ont déjà doublé de nuit, qui m'ont même pas adressé la parole, tu vois, et que j'ai repris 2 jours plus tard avec les larmes aux yeux et où ils pouvaient plus marcher, tu vois. Donc, chacun, c'est comme dans la vie, chacun sa cadence, chacun sa vie, chacun sa manière de faire. Et puis voilà, mais moi, j'ai adopté des micro-siestes de 5 minutes et c'est comme ça que j'ai gagné Northscape parce que je fais 3 micro-siestes de 5 minutes. J'ai rattrapé un gars, je lui ai remis 6 heures, tu vois, dans la vue en 24 heures. Et le mec, il m'a vu, il m'a regardé, il était décapité, il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, t'es pas fatigué? Alors que j'étais mort, hein. Je lui dis, non, ça va. Et, À l'intox. non, mais parce que je pouvais pas lui dire que j'étais mort. Si je m'avoue à moi-même que j'étais mort, déjà, je m'endormais en 5 secondes. Et puis, ouais, ça marche, ces siestes de 5 minutes. Après, au bout d'un moment, quand tu es vraiment au max, ça marche plus bien, quoi. Il faut pousser à 20 minutes, 30 minutes. Et puis, ouais. Mais des fois, je mettais le réveil au bout de 5 minutes. Au bout d'une 30, en fait, le cerveau, il a juste besoin d'un reset. Se dire, bah, je m'endors et puis ça repart, quoi. C'est de l'auto-hypnose, un peu accéléré, quoi. Bon, et comment ça se passe une fois que tu passes la ligne d'arrivée, alors que tu es gagné ou pas, mais tu as fini ton périple, tu as un déficit de sommeil de je ne sais combien d'heures, ni je ne sais combien de jours. Comment est-ce que tu gères ça et comment tu récupères? Après Northscape, j'ai dormi de 21h à midi le lendemain. Mais je connais des gars qui dorment 24 heures d'affilée, ouais, même 30 heures certains. Mais moi, j'arrive pas à faire ça, ouais. Mais comme quand j'étais petit, hein, si je me couchais à 3 heures du matin, à 7 heures, j'étais levé, quoi. C'est chacun son truc, chacun son biorhythme et tout, mais je pense que je sais pas si j'ai des qualités là-dedans. J'ai peut-être trop fait la fête quand j'étais coureur cycliste, ça m'a aidé. Mais il y a beaucoup d'anciens junkies qui sont athlètes ultra endurance, ouais, c'est assez drôle. Des mecs anciens fêtards et tout, les mecs qui te racontent leur vie, mais tu te dis ah ouais, c'est pour ça qu'il est fort en fait le gars. Putain, en fait le gars il a pas dormi pendant 10 ans de sa vie, quoi. Du coup c'est plus facile de pas dormir en plein milieu de la Corse quand il fait 2 degrés, quoi. Mais comment je récupère, franchement je saurais pas te dire parce que après la Namibie j'étais pas très fatigué en fait parce que je faisais des vraies nuits. Moi je peux dormir si je dors entre 4 et 6 heures. Pour moi, je suis pas du tout fatigué. Mais quand je dors moins d'1 heure et demie par nuit, pendant 10 jours comme ça, ouais, après, tu as une fatigue centrale qui est vraiment importante. Et tu as tout le reste, en fait. Tu as tout le reste qui est... Tu fais des surcompensations physiologiques qui sont énormes. Tu vois, j'ai toujours l'impression que je suis gros. Et c'est parce que mon corps, il fait que stocker, en fait. Tu vois, les mecs, ils me disent, putain, quand ils font un Ironman, putain, ouais, je suis gonflé et tout, tu vois, 2 jours après, oh, je suis gonflé. Alors, imagine, sur 10 jours, c'est l'équivalent de 2 Ironman par jour pendant 10 jours en temps de course, tu vois. Pour le corps, je pense, c'est horrible. Après, je me sens pas détruit, tu vois, je me sens pas plus détruit qu'après une année de vélo sur route quand j'étais coureur ou, en fait, j'ai juste pas envie, tu vois. Maintenant, j'ai plus envie de m'entraîner, par exemple. Tu sais, je me vois pas aller me mettre une séance. Allez, vas-y, je vais mettre 50 fois 30-30 dans un col. Ok, d'accord, tu vois. Je me vois plus faire ça, quoi, tu vois. Même Ouais, mais des fois, 10 fois dans le 30-30, ça me fait chier, quoi. Ouais, mais ça c'est parce que la Namibie c'était plat, c'est un désert donc c'est plat. Ouais, j'aimerais bien. Déjà, la capitale, Windhoek, elle a plus de 2000 mètres. Alors, ça peut donner une idée du dénivelé, ouais. Ouais, un léger petit dénivelé que tu as dû supporter. Écoute, moi j'aurais encore des milliers de questions. Greg, est-ce que tu veux intervenir? Et puis après, on va peut-être pouvoir libérer Steven parce qu'il commence à faire tard chez toi.
Ouais, moi j'avais une question qui ira bien pour commencer la phase de conclusion de l'épisode. C'est de toutes les aventures que tu as vécues et de toutes les aventures humaines et tous les trucs éprouvants que tu as rencontrés, est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a frappé et puis un truc que tu dis là c'est dingue, je suis en train de vivre ça et puis c'est peut-être pour ça que j'ai décidé de faire de l'aventure, en tout cas de faire cette aventure-là, et puis c'est un truc que j'aurais pas vécu autrement, et puis qui a peut-être, je sais pas, changé quelque chose dans ta vie, ou que t'as tenu absolument à partager avec les gens, ou voilà. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué? Ouais, il y a deux choses en fait. Ce qui m'a sans doute le plus changé, le plus satisfait, et c'est drôle parce que c'est ce que je rejette quand même un peu en ne faisant plus de haut niveau, à chaque arrivée de projet, c'est toujours une fierté incommensurable, et je suis tellement fier de moi, fier de mes équipes, des gens qui sont autour de moi, du public, parce que c'est eux qui me poussent aussi. Et puis ouais, donc l'arrivée Rêve d'Himalaya, l'arrivée à Dakar, où il y a plus de 100 personnes qui m'accueillent. Et tout ça, c'est des moments qui resteront toute ma vie, sur le Baïkal aussi, ou même entre Lhasa et Katmandou avec Perrine, où on arrive à une statue. Enfin bref, tous ces moments-là, ça a changé ma vie. Et l'autre chose, c'est les gens. C'est les gens dans l'Himalaya, les moines bouddhistes que je fais rouler à vélo, au pied du Kilimandjaro quand je fais rouler des Maasai, ou en Namibie quand je fais rouler des Himba qui n'avaient jamais forcément vu de vélo, et puis qui font du vélo. Ces moments-là, comme tous les moments que j'ai vécu, comme à l'arrivée à Dakar, comme fait les humains, c'est les humains qui ont changé ma vie et qui ont changé mes aventures et qui donnent du sens à ce que je fais. Parce que sans public, j'ai pas forcément de sponsor. Sans public, il n'y a pas de sens forcément à ce que je fais, parce que sinon c'est comme si je criais dans un lavabo, quoi. Tu vois, c'est cool, mais ça fait pas trop de bruit, quoi. Et j'ai jamais trop essayé. Peut-être il faut que j'essaye. Essaye dans un tube de sel. Ouais. Donc non, c'est les gens, quoi. Tu vois, les gens, ces émotions exceptionnelles qui sont partagées. Et tu connais pas les gens, ils te connaissent pas forcément, et tu leur donnes un peu de toi, et puis voilà. Mais qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, français, chinois, népalais, sénégalais, russes, tu vois, des pêcheurs russes qui m'ont sauvé sur le lac Baïkal, mais il m'a même pas parlé, le gars. Il nous a parlé 2 fois et il nous a sauvé la vie à Perrine et à moi. Et ce gars-là, je connais même pas son prénom, mais ce gars-là, toute ma vie, je sais qu'il m'aura sauvé la vie. Et il nous a préparé du poisson une fois, le jour où il nous sauve, là. Et tu vois, ce truc-là, il restera toute ma vie, parce que je me dis, c'est un gars, c'est un humain qui m'a sauvé. Un ours, il m'aurait pas sauvé, quoi, tu vois. Il m'aurait bouffé. Et voilà, donc c'est plus généralement les humains, et c'est ce que j'écris toujours, et d'ailleurs j'ai écrit ça aujourd'hui, c'est ce que j'ai écrit dans un post aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, où n'oubliez jamais l'autre qui est en face de vous, à qui vous parlez jamais en voyage ou dans votre vie, au boulot, etc. Ne l'oubliez pas, et souriez-lui et dites-lui bonjour, parce que c'est cool la vie, les amis. Voilà. Wow, en fait, je crois que ça, c'est la conclusion, tu vois. On va pas aller plus loin. Enfin, si, il y a juste une chose, parce que tu disais au début de cet épisode, il doit y avoir des milliers de personnes qui te connaissent pas. J'en suis pas certain, mais justement, pour ceux qui te connaissent pas et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'on te retrouve ? Sur mes réseaux sociaux, @StevenLeYarrick. Après, sur Internet, je sais pas s'il est disponible en Suisse et Luxembourg, mais il y a Rêve d'Himalaya qui est toujours sur Disney+. Ça a été vu par beaucoup de monde et c'est cool. Et après, sur YouTube, sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter, mais beaucoup sur Instagram. Et là, je viens d'écrire un bouquin qui résume mon aventure namibienne, et voilà. Après, sur ton podcast aussi, oui. On a passé un bon moment. Et puis non, je fais beaucoup de podcasts parce que je trouve que c'est un bon outil de transmission, et les gens sont souvent dans des moments cool d'écoute, et j'ai beaucoup de retours sur les podcasts. Du coup, je refuse jamais. Donc voilà. C'est cool. Et justement, question podcast, t'en écoutes quand t'es sur le vélo, ou tu te concentres vraiment sur l'instant présent ?
pour moi, c'est le début du dopage quand je commence à écouter de la musique ou des podcasts. C'est vraiment que je dois sortir et que je commence à en chier, quoi. Et quand j'ai besoin d'écouter quelqu'un d'autre, ce que je fais à chaque fois, hein, mais c'est souvent au bout de 4, 5 jours, tu vois, souvent middle aventure, où je commence à écouter des podcasts, à écouter des gens, mais dès que j'écoute ça, c'est vraiment pour me doper mentalement et me dire Steven, là, merde, il y a de la vie autour de toi, quoi, parce que des fois, c'est un peu l'enfer. Et réécoute le monde réel, quoi. Des vies normales et puis ou anormales, mais en tout cas des gens qui sont des êtres humains et puis qui ont une vie aussi. T'es pas le centre du monde, mec. Bon bah écoute, je crois que ce sera vraiment une très très belle conclusion. Steven, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour la transmission que tu fais aussi à travers notre podcast. Et puis de toute façon, on mettra tous les liens vers tes réseaux sociaux pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent te retrouver. Je te souhaite une très 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 bonne continuation. Bon courage pour tes prochaines aventures. Nul doute qu'on ira suivre tout ça. Et puis bah, dans le projet 666, tu as dit il y a 6 déserts pour l'instant, tu en as traversé qu'un, donc il en reste au moins 5 encore. Ah ouais, il reste désert de Gobi, désert de Simpson en Australie, désert d'Atacama, Arctique, Antarctique, et puis voilà, ouais, la Namibie s'est passée, et voilà, la Gobi, j'espère, désert de Gobi, cette année, ça vient de réouvrir, hein, j'espère que ça le fera, les frontières. Yes, et ben plein succès pour tes futurs projets, et puis, merci. Et puis toutes tes transmissions qui, bah, comme ici dans cet épisode, inspirent et donnent envie de découvrir le monde. Merci à tous les deux. Prenez soin de vous. Super, merci beaucoup Steven.